Bonjour. Nous avons le privilège ce matin d'avoir en entrevue Guy Desaulniers de Développement et Paix, qui est coordonnateur des programmes d'aide humanitaire. Mais il a derrière lui tout un long parcours dans le domaine de l'aide internationale. Et hier soir, il donnait une conférence au service diocésain sur la Syrie, qui a été très appréciée. M. Desaulniers, bonjour. Bien, bonjour. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Merci. J'ai envie d'y aller d'entrée de jeu avec une question un peu difficile. Vous avez commencé votre parcours, vous étiez avocat de formation, vous étiez superviseur des droits humains au Burundi, du processus démocratique, notamment dans les années 70-80. 30 ans plus tard, le Burundi a une autre crise démocratique, vous me voyez venir à la présidence. Est-ce que ça ne vient pas un peu confirmer le préjugé ou l'impression qu'on a des fois que l'aide internationale, finalement, tourne un petit peu en rond? Bien, ce serait facile, je pense, d'avoir cette réaction-là, de dire que ça tourne en rond. Mais il y a eu des avancées très, très importantes, puis on pourrait parler du Burundi un peu plus longtemps si vous voulez, mais il y a eu des avancées démocratiques importantes au Burundi. Il y a une société civile très active qui a revendiqué, qui a fait en sorte qu'il y a eu des élections démocratiques en 2005 et en 2010. Donc, vraiment, ces avancées-là sont significatifs. On a l'impression quelquefois de peut-être faire un pas en arrière, mais c'est peut-être pour mieux avancer après. Parce que au global, je pense vraiment qu'il y a eu des avancées importantes. Quant à l'aide internationale, évidemment, la question, s'il y a un cas d'espèce pour chacun des pays où on travaille. Mais je pense qu'elle est nécessaire. Oui. Ah, oui, bien sûr, ça on n'en doute pas certainement. Un autre exemple qu'on pourrait donner, après ça, on va revenir sur le Proche et le Moyen-Orient, donc vous traitez très bien. Le cas d'Haïti, dont on a fêté le 6e anniversaire du tremblement de terre il n'y a pas longtemps, là aussi, on a l'impression que beaucoup d'aide internationale a été injectée. Et il y a même entendu dire ici et là qu'une multitude d'organismes d'aide internationale y allaient là. Certains allaient surtout planter leur bannière, faire 2-3 projets, mais le manque de coordination, le manque de visée à long terme ont fait qu'il y a eu aussi peut-être un peu de gaspillage ou d'efforts qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Effectivement, comme je disais, chaque pays a son cas d'espèce, est un cas particulier. Le cas d'Haïti est un cas particulièrement compliqué. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'avant le tremblement de terre en Haïti, ça n'allait pas très bien. On allait de dictature en dictature. Donc, c'est pas parce qu'un tremblement de terre arrive, qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive, que ça va régler la solution. L'argent n'est pas l'unique solution. Il faut savoir de quelle manière travailler. Et je pense que nous, l'approche qu'on a à Développement et Paix, c'est d'être en mesure de travailler avec des groupes locaux, de ne pas arriver de l'extérieur avec des solutions imposées de l'extérieur, mais de plutôt se fier à l'expertise des groupes locaux pour proposer des changements et tenter de les mettre en vigueur. Ce qui permet donc d'enjamber une autre difficulté, à savoir qu'il n'y a pas de paternalisme de l'Occident envers mais au contraire, un partenariat avec les gens là-bas qui savent s'organiser et qui n'ont besoin que d'un peu d'aide et de soutien de... Bien, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de soutenir, nous, à Développement et Paix, puis il y a d'autres organisations qui le font également, on essaie de soutenir des initiatives locales. Bien sûr, on est un bailleur aussi financier, ce qui peut quelquefois fausser la relation. Mais comme notre relation avec ces partenaires-là se font sur du long terme, on travaille avec des groupes pendant 5, 10 ou même quelquefois 15 ans, ça nous permet vraiment de créer un rapprochement nécessaire à un dialogue qui est vraiment constructif pour le pays et pour les organisations. Là. Oui, puis ce dialogue-là peut être renchaussé par le fait peut-être que vous reconnaissez leur expertise, leur connaissance du pays et vous tablez là-dessus dans vos relations. Oui, tout à fait. Nous, à Développement et Paix, notre façon d'intervenir, c'est, en tout cas, une de nos caractéristiques, c'est de n'envoyer personne sur le terrain. C'est-à-dire, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de personnes, d'expatriés qui vont venir s'installer avec un gros bureau. On va faire des visites régulièrement, 2-3 fois par année, pour aller voir le travail des organisations, discuter, dialoguer avec eux. Et de cette manière-là, on reconnaît l'expertise sur le terrain. On donne aussi confiance à ces gens-là de mettre de l'avant les idées qu'ils proposent. Et bien sûr, une situation qui préoccupe beaucoup, en tout cas dont on entend beaucoup parler, c'est celle de la Syrie. Voilà, nous y arrivons. La Syrie qui va bientôt, pas fêter, mais souligner 5 ans de guerre civile. Oui. Tout à fait. C'était le 17 mars 2011 en Syrie où il y avait les premières manifestations, particulièrement portées par les jeunes du pays qui voulaient, qui souffraient d'un taux de chômage très, très élevé, 40 %, et qui voulaient avoir accès au travail et qui voulaient une plus grande démocratie
dans ce pays-là. C'était une suite du mouvement qu'on a appelé du printemps arabe. Oui, c'est la même revendication un peu partout. Un peu partout, qui avait démarré en Tunisie, qui ont été en Égypte, et qui ont plus ou moins réussi dans chacun de ces pays. Le premier pays, d'ailleurs, Tunisie, que je viens de nommer, vraiment, on peut dire que cette révolution-là du printemps arabe a bien réussi. Il y a eu des élections dernièrement qui se sont bien déroulées. On a vu l'alternance au niveau des partis politiques qui ont pris le pouvoir. Donc, vraiment des très bonnes nouvelles. Malheureusement, pas du tout le cas en Syrie, où ces manifestations, déjà à partir du mois de mars, il y a eu une répression vraiment militaire très, très, très importante du gouvernement. Il y a eu des morts vraiment très rapidement. Et malgré comme une continuation du mouvement, il a été freiné, vraiment, il a été freiné. Alors, la Syrie, 5 ans de guerre civile le 17 mars. Est-ce qu'on va finir par en sortir, pensez-vous? Vraiment, malheureusement, quand on regarde l'évolution de la situation humanitaire, malheureusement, les choses ne font qu'empirer d'année en année. Je présentais des statistiques hier soir au moment de la conférence. Par exemple, il y avait, en mars 2012, un an après le début du conflit, quelque chose comme 35 000 morts. On se retrouve aujourd'hui, 5 ans plus tard, au plus de 260 000 morts dans ce pays-là. 14 millions de personnes déplacées en besoin d'aide humanitaire à l'intérieur du pays. 5 millions de personnes réfugiées dans les pays limitrophes. C'est une situation vraiment très, très, très difficile. Et ces 5 millions de réfugiés, vous en parliez hier soir, vous avez aidé à distinguer. On a l'impression, effectivement, qu'il y a comme 2 catégories de réfugiés. Il y a ceux qu'on a vu beaucoup à la télévision, qui se pressent aux portes de l'Europe, qui frappent à la porte et qui sont plus ou moins acceptés. Et il y a tous ceux dont on entend beaucoup moins parler, qui sont dans les camps de réfugiés. Oui, absolument. Bien, la plupart des réfugiés sont donc dans les pays limitrophes, essentiellement en Turquie, au Liban et en Jordanie. Ce n'est qu'une petite portion qui sont allés en Europe. Et dans chacun de ces pays-là que je viens de nommer, il y a une situation particulière. En Jordanie, par exemple, il y a des camps de réfugiés officiels qui sont encadrés par le Haut-Commissariat aux réfugiés. Même chose en Turquie. Par contre, au Liban, les 2 millions de réfugiés qui sont là-bas, il n'y a pas de camp de réfugiés. Donc, les 2 millions sont intégrés dans la population libanaise. Et juste pour vous situer un peu, au Liban, il y a 4 millions de personnes. La population libanaise dans ce pays-là, c'est 4 millions. Et il y a 2 millions de réfugiés. عشنا كله خوف كله رعب القذايف حولنا وحوالينا وكله بننهزم على منطقة شو بدك أحسن وتركنا بلادنا وتركنا أرضنا وتركنا كل شيء وجوزي فات وما بعرف عايش ميت ما بعرف هلا ما مشغول على مستقبل أولادي وعم مستقبل جوزي ما بعرف عنه شيء كيف شو مصيرنا احنا ليك على هالوضع وليك على هالحال شو بدنا نسوي ما احنا عارفين شو بدنا نسوي. Le Liban qui lui-même passait par une longue guerre civile de 75 à 92, je crois. C'est ce qui rend les choses encore plus compliquées parce que c'était une guerre civile avec la Syrie. Et c'est la Syrie qui a envahi le Liban. Voilà. Alors on se retrouve en l'espace de 20 ans, 25 ans, où la Syrie, l'agresseur, donc sur place, on se retrouve dans la situation maintenant où les Libanais doivent accueillir l'agresseur, alors qu'il y a déjà des plaies, il y a encore des plaies qui n'ont pas été pensées. Donc, ça devient très difficile dans ce contexte-là. Ces 25 000 réfugiés syriens que le Canada s'est engagé à accueillir, je pense qu'ils vont provenir essentiellement des camps de réfugiés. Ils proviennent essentiellement des camps de réfugiés, mais il y a également des parrainages privés qui se font aussi à travers les églises, où donc avec le sponsorship, excusez l'anglicisme, là, voilà, avec la commandite donc des églises, ça permet d'accueillir des réfugiés syriens ici, mais il y a également un nombre important de réfugiés qui vont venir à travers le Haut-Commissariat aux réfugiés. D'accord, c'est par là que la sélection se fait avec Immigration Canada. C'est par là que, oui, c'est ça, c'est par là. Donc, elle se fait à l'extérieur de la Turquie, du Liban et de la Jordanie. Mais comme je vous disais, il y a autour de 4-5 millions de réfugiés tout autour. On en accueille 25 000. C'est vraiment très, très peu. Oui. C'est vraiment très, très, très marginal. L'idée pour nous, pour le Canada, c'est de recevoir les personnes les plus vulnérables, les familles les plus vulnérables, pour leur permettre de quitter vraiment une situation difficile. C'est ça l'idée. Mais si on parle même à ces réfugiés-là,
ils ne souhaitent que revenir en Syrie. Ils ne sont pas contents d'avoir quitté leur pays. Ils quittent parce qu'ils sont obligés, ils n'ont pas le choix, puis ils vivent des situations vraiment très, très, très difficiles. Puis il faut aussi alléger la pression des pays limitrophes qui accueillent ces réfugiés-là, parce qu'il y a une pression trop grande sur ces pays-là. Et qu'ils soient vulnérables, on n'en doute pas, mais en même temps, on est surpris des fois de voir que c'est des gens très scolarisés, des gens qui avaient un bon niveau de vie là-bas. Je pense que la Syrie, avant le début de la guerre, était un pays relativement prospère. Absolument. Je suis certain qu'il y a beaucoup de vos téléspectateurs qui ont fait des voyages touristiques dans la région parce que c'est un endroit à visiter. La Syrie, il y a des endroits absolument magnifiques avec beaucoup d'histoire là-bas. Donc, les gens étaient cultivés, les gens allaient à l'école, il y avait des soins de santé vraiment bien développés, le commerce était bien développé. C'est le berceau du commerce mondial. Hein. On se rappelle que la Syrie, Alep tout particulièrement, faisait partie de la route de la soie. Et donc, c'est des gens, des commerçants, donc, et qui avaient construit une société, une belle société, avec quand même des inégalités, comme je vous présentais au départ, vraiment avec des inégalités, puis avec une démocratie qui avait été laissée pour compte au cours des dernières années. Là. Il nous reste quelques secondes à peine. Est-ce qu'on va en sortir du conflit syrien? Y a-t-il des espoirs à l'horizon? C'était votre question du départ. Puis, Ouais, c'est ça, voilà. Et revenons-y. Va-t-on s'en sortir? Il y a présentement des négociations de paix qui se font à Londres. Il y en a d'autres qui se font dans les pays arabes. Il y a certains espoirs. Que la paix puisse arriver si les partis peuvent accepter de s'asseoir autour de la table et négocier. Et je pense que dans ce contexte-là, le Canada a un rôle important à jouer pour influencer ce processus de paix-là. Parce que nous, à Développement et Paix, et beaucoup d'autres organisations également, croient que ce ne sera pas une solution militaire à ce conflit, ce sera une solution politique négociée. Et je crois que le Canada peut faire des pressions pour tenter de travailler en ce sens. C'est ce qu'il faut souhaiter, et c'est pourquoi peut-être on peut aussi de notre côté prier. Merci beaucoup, M. Desaulniers. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bien.